Poser la question de la nature de la répression en Vendée. À l'exception du père du communisme, Gracchus Babeuf, contemporain des événements. Il avait en son temps dénoncé ce qu'il appelait un crime contre l'humanité. Vous voyez la modernité du langage. Et faute de mots, il avait créé un néologisme populicide, car pour lui c'était la première fois, et pour cause, qu'un peuple souverain avait conçu et mis en œuvre l'anéantissement et l'extermination d'une partie de lui-même. Monsieur le Président du jury, c'était le mot populicide. Mais malheureusement, il n'a pas été retenu par les contemporains et les héritiers. Et malheureusement, on n'a pas pu identifier, à partir de ce mot, les grands crimes du XXe siècle commis tant par les Turcs vis-à-vis des Arméniens, que les Soviétiques vis-à-vis des classes ou des peuples de l'Union soviétique, des nazis vis-à-vis des Tziganes, des homosexuels, des chrétiens et bien entendu des Juifs, puis par la suite par les Khmers rouges, les Hutus, etc. La France, malheureusement, par idéologie et déni, non seulement ne l'a pas conservé, mais l'a gommé. Il va donc falloir attendre 150 ans pour qu'un juif polonais, rappelle Lemkin, devant les mêmes crimes, établisse le même constat que Gracchus Babeuf. L'absence de mot va le conduire à en créer un nouveau, et ça va être le mot génocide. Certes, ce mot est inadéquat sémantiquement, car génos en grec fait référence à la race, et le suffixe latin cid fait référence au massacre, ce qui signifie littéralement le massacre d'une race. Heureusement, le droit international, conscient de cette aberration, allait combler en lui donnant une définition. Et en fait, on appelle crime de génocide 3 crimes. La conception, la réalisation, la complicité étant dans la conception que la réalisation de l'extermination partielle ou totale, vis-à-vis d'un peuple, vis-à-vis d'un groupe humain de type ethnique ou racial ou politique ou religieux. Ce crime, pour mémoire, a pour caractéristique l'imprescriptibilité et donc, bien entendu, la rétroactivité. C'est cette notion de rétroactivité qui a permis rétroactivement de juger les crimes commis par les nazis et plus de 70 ans après les événements, de dénoncer le crime de génocide commis par les Turcs vis-à-vis des Arméniens. Quant à la Vendée, pouvait-on l'utiliser en conscience? Alors reprenons la définition. La conception de l'extermination. La loi suffit, vous l'avez cité tout à l'heure, cette loi, cette double loi. La loi du 1er août 1793, avec son avenant, la loi du 1er octobre 1793. Est-ce qu'il y a eu une réalisation? Bien sûr. Il y a eu une armée montée, et bien entendu, il y a des bilans humains. Est-ce qu'il y a eu complicité dans la conception? Oui, puisque c'est l'Assemblée nationale, la Convention qui a voté. Et bien entendu, il y a une complicité dans l'exécution, puisque ce n'est pas un homme qui exécute, c'est l'armée. Donc en Vendée, nous n'avons pas un crime de génocide, nous avons 3 crimes de génocide. Donc, on peut dire que le mot génocide est bien le bon mot pour caractériser le crime commis par la Convention vis-à-vis des Vendéens. Alors, bien entendu, tout naturellement, se pose la question du traitement de la mémoire, avec une double problématique. La mémoire des vainqueurs qui rend hommage aux bourreaux, la mémoire des victimes qui, entre autres, dénient le crime commis. Puis, on arrive à une inversion des faits qui fait que les victimes, au fil du temps, sont devenues des bourreaux, et des bourreaux des victimes. À titre d'exemple, c'est ainsi que nous retrouvons la statue du fondateur du concept du gazage de la population vendéenne, en l'occurrence le député chimiste Fourcroy, dans une niche de la façade de l'hôtel de ville de Paris. Ou autre exemple,
Nous retrouvons le nom de Turreau gravé sur l'Arc de Triomphe, sans oublier, bien entendu, les monuments érigés à la gloire de Barère et de Carnot. La question est de savoir si cette évolution est naturelle ou si elle est le fruit d'une mécanique conçue au plus haut niveau et qui s'est reproduite au fil des siècles, consciemment ou inconsciemment. Je crois avoir démontré, preuve à l'appui, qu'il s'agit bien d'une mécanique qui s'inscrit dans l'acte génocidaire, en l'occurrence la traversée de Saint-Florent-de-Lequel et l'affaire Barra. En deux mots, je vous explique l'ignominie de ce qu'a été la traversée de Saint-Florent-de-Vienne, puisque les Vendéens, fracassés par les ordres et l'application méticuleuse de ces ordres par l'armée, n'ont pas d'autre solution que de traverser la Loire pour trouver refuge au sein de la Bretagne et du Maine. Le généralissime Bonchamp est mortellement blessé, il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il y a le jugement. Et comme c'est le chef, il est responsable de tous les actes que son armée a commis en son nom. Donc il va libérer et gracier 5000 bleus. Lorsque la Convention va apprendre cette libération, elle va hurler, parce qu'elle ne sait plus comment elle va pouvoir justifier aux yeux de l'opinion publique et aux yeux de l'armée l'application des actes d'extermination totale de la Vendée. Donc elle va demander à ses militaires graciés et libérés de réparer le crime qu'ils avaient commis, d'accepter la grâce et la liberté de Bonchamp, de mentir et de dire qu'ils avaient été libérés par les Bleus et maltraités par les Vendéens. Et le pire va suivre, on va leur demander d'exterminer non seulement leurs libérateurs, mais toutes les familles de leurs libérateurs, dont la faute avait été de les gracier et de libérer. L'acte de mémoricide est donc bien initié par les auteurs même du génocide, c'est-à-dire Robespierre, Barère, Carnot et Billaud-Varenne. Mécanique poursuivie par d'autres politiques, notamment, vous citiez tout à l'heure, un Vendéen, Clémenceau et Jaurès, mais aussi par des historiens comme Michelet, Mathiez, Hollard, au nom d'un pseudo-intérêt supérieur, que ce soit celui de la monarchie, parce que l'acte de mémoricide n'est pas un acte, contrairement à ce que j'entends, un acte républicain. C'est un acte qui trouve son origine dans la monarchie julienne et qui a été prolongé par la République, notamment la Troisième République. Lorsque nous abordons ce problème de la mémoire, nous trouvons une triple impossibilité. Une impossible vérité, une impossible justice et une impossible mémoire objective. Autant d'impossibilités qui se retrouvent dans bon nombre de génocides. Nous ne sommes pas seulement dans le déni, mais nous nous situons au-delà. Comment classer ce crime contre les mémoires, car il n'existe pas de mot, il n'existait pas de mot. Et comme Babeuf, il y a 200 ans, plus tard, Lenkin, il y a plus de 60 ans, je me suis trouvé dans une impasse. Soit je me contentais de formules vagues, comme celle utilisée par le consul Davis pour dénoncer le crime commis par les Turcs vis-à-vis des Arméniens, soit je comblais ce défaut par la création d'un mot auquel je donnais une définition que Monsieur le Président vous avait donnée tout à l'heure. Mon expérience d'historien me fait dire que c'est le mot qui fait l'acte. Sans mot, il n'y a pas d'acte. Et d'ailleurs, c'est ce défaut de mots qui explique que De Gaulle, Churchill, Roosevelt ou le pape Pie XII, vis-à-vis des crimes commis par les nazis et les soviétiques, sont dans l'incapacité de les dénoncer. Le procès que l'on fait à ces hommes politiques et à ce prince de l'Église n'a absolument aucun sens, parce que c'est un mauvais procès, car on oublie cet élément fondamental, ils n'avaient pas le mot. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe 3 crimes de génocide. Demain, et c'est sans doute pour cela que vous me remettez ce prix, il en existera, j'espère, un 4e,
celui de mémoricide, qui permettra, je l'espère, de bloquer toute bombe de négationnisme. Alors, la dernière question. Peut-on contrecarrer le mémoricide et est-ce nécessaire? Je répondrai d'abord à la seconde question. Oui, bien sûr, c'est nécessaire, et ce pour plusieurs raisons. Je retiendrai ici trois principales. Premièrement, elle permet de rétablir la réalité des faits, de distinguer, bien entendu, les bourreaux des victimes. Et bien entendu, deuxième chose, elle permet de rendre justice. Et troisièmement, elle permet de rétablir la juste mémoire, ce qui permet pour les bourreaux de prendre conscience de la véritable nature du crime commis et pour les victimes de faire enfin le deuil. Parce que la Vendée n'a jamais fait le deuil de ce qu'on lui a fait souffrir. Et ici, il y a suffisamment de Bretons et de Vendéens pour hurler la douleur qu'est la leur. Est-il possible de bloquer le mémoricide? Un certain nombre de solutions existent localement, comme l'entretien de la juste mémoire, comme ça peut faire des associations locales, et je vais en citer quelques-unes dont les présidents sont là. Le Souvenir Chouan de Bretagne, représenté par son président, Noël Stassinet. La Vendée militaire, représentée par son président, Dominique Lambert d'Almanerie. Vérité pour la Vendée. Des groupes comme les Brigands du Bocage, représentés par sa présidente Ghislaine Breton. Je tiens aussi à saluer des initiatives grandeur nature, comme les spectacles du Puy du Fou créés par Philippe de Villiers. Et bien entendu, on ne peut que saluer ces initiatives, mais elles sont insuffisantes, car restent locales, d'où la nécessité d'agir contre ce mémoricide au niveau national et international. L'idéal serait bien entendu la reconnaissance de ce génocide par le Parlement. Des députés s'y sont essayés, notamment Lionel Lucas, suivi d'Hervé Charette, puis de Dominique Souchet. Ces initiatives ont été vaines. Mais les faits sont têtus. À l'étude de loi, je me suis rendu compte qu'elles n'avaient jamais été abrogées, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Certes, on peut dire qu'elles sont tombées en désuétude. Mais je rappelle qu'une loi tombée en désuétude peut être réactivée. À titre d'exemple, je veux mentionner qu'on a assis la déportation des Juifs sur des lois datant de la Révolution française. On peut avancer un deuxième argument, l'argument de l'abrogation de 1944 et 1945. Cette abrogation, je tiens à le dire, ne concerne que les lois et les décrets de l'État français. On peut avancer un troisième argument, celui de l'abolition de la peine de mort, mais cette abolition ne concerne que la peine de mort individuelle et dans le cadre judiciaire, ce qui n'est pas le cas de la Vendée. Qui plus est, la loi d'extermination et d'anéantissement sur la Vendée a un autre espace qui n'est pas du tout géré par cet espace-là. Puisque, entre autres, on a prescrit la destruction de son patrimoine, la nationalisation des biens de la Vendée, l'épuration de l'armée, etc. Le sénateur Retailleau, président du Conseil général, je sais pas où tu es, président de... Viens ici, non, viens. Tu as réussi à faire accepter le dépôt de la proposition d'une loi d'abrogation des lois d'extermination et d'anéantissement pour mettre fin à ce scandale. Et là, c'est le Vendéen qui te parle. Au nom de tous les Vendéens présents ici, nous t'en remercions. Nous vous en remercions. Obtenir cette abrogation, c'est reconnaître. Le combat pourra être difficile, mais sache qu'il est juste et digne. Puisque nous sommes au stade des remerciements, je voudrais pour conclure remercier quelques personnes qui ont beaucoup marqué dans ma vie dans le cadre de ce travail. Et je voudrais saluer tout particulièrement un homme d'exception, sans lequel je ne serais pas ici ce soir, sans lequel la vérité de la Vendée ne serait pas connue.
Cet homme, c'est un ami immense. C'est un homme, pas de Jean-Pierre, vous avez vu. Vous méritez ces applaudissements, Jean. Lorsque je suis allé vous voir pour vous solliciter un sujet, vous avez remarqué à mon accent que j'étais un breton vendéen du Sud. Et vous connaissiez la chapelle Basse-Mer, mon village natal, car vous avez fait la découverte de documents d'exception puisque votre thèse était sur la noblesse bretonne. Et vous avez constaté ce double déni par rapport à la mémoire de la Bretagne, par rapport à la mémoire de la Vendée. Vous avez décidé de répondre un jour à ce déni. Le hasard a fait que vous êtes tombé sur moi, le hasard a fait que je suis tombé sur vous. Vous étiez un prof exigeant. J'ai beaucoup appris avec vous, et j'ai appris notamment deux choses, l'humilité et la grandeur. Sans vous, Jean, jamais on n'aurait su la vérité. Et vraiment, merci encore. Je voudrais saluer une deuxième personne, toute jeune, mais d'une intelligence incroyable. Nicolas, avec lequel il m'a beaucoup aidé à écrire ce livre. J'avais fait ce plan et nous avons passé 8 jours ensemble et il m'a tout refait de A à Z. On a raisonné, on a parlé, etc. Je tiens à saluer cet homme. C'est grâce à lui si nous avons pu collecter aux archives nationales des petits bouts de papier dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Président, et c'est grâce à la modernité des techniques, grâce à la photo numérique, que nous avons pu, vous voyez, nous avons pu reconstituer des archives, des dossiers. Je voulais saluer, malheureusement il n'est pas là, Stéphane Courtois, cet immense historien. William Goldadel, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il est là, le président de France-Israël, qui nous a fait cette introduction. Je voulais aussi saluer Hélène Perragnan. Je ne sais pas où vous êtes, Hélène. Où là. Hélène, qui est une Arménienne qui a écrit un livre extraordinaire sur la Vendée et sur le déni. J'ai passé des dizaines d'heures avec vous. Je suis sorti à chaque fois titubant de fatigue, mais bourré d'intelligence, grâce à vous. Merci, Hélène, pour ce que vous avez fait pour le déni et pour tout ce que vous m'avez donné pour le mémoire. Si je voulais saluer, bien entendu, mon éditeur, le père Escande. Et je voudrais saluer Dominique Malveza, qui est là. Et vous. Dominique, tu es l'héritier en ligne directe de Jacques Adrien, le premier d'entre nous. Celui qui a dit non face au système liberticide, celui qui a fait prendre les armes à la Vendée, et celui aussi qui a brandi ce fiat que tu as repris. Alors mon père, est-ce que je vais t'appeler mon père? Merci pour ce que tu représentes, et je sais aussi que tu représentes beaucoup de choses ici pour les jeunes qui sont présents. Merci à messieurs les journalistes, et je vais prendre un exemple, Hervé Augustin. Merci pour ton combat, pour le fait que tu aies travaillé depuis 30 ans, dire la vérité sur la Vendée et pour nous accompagner dans notre démarche individuelle. Bien entendu, je remercie ma sœur, toujours à mes côtés, mes enfants c'est fait, et tous mes amis qui sont ici présents. J'avais exactement 15 minutes pour vous parler. J'avais eu les consignes du président Bercy. Je ne pense pas les avoir débordées. Je tiens à vous signaler
que je lutte depuis 30 ans contre la nouvelle histoire qu'on veut nous imposer. L'histoire thématique et l'histoire déstructurée, qui oublie la chronologie pour ne retenir que le thème. Et pour ce faire, je vais terminer par là, j'ai monté une maison d'édition de bande dessinée qui a pour unique objectif de lutter contre la méthode globale en histoire. Voilà, je voulais vous remercier vraiment du fond des cœurs, je dis bien au pluriel, c'est-à-dire le mien, mais aussi pour tous les cœurs vendéens et bretons ici présents. C'est un pas énorme que vous nous avez fait faire, pour la reconnaissance de la double vérité, à la fois la vérité par rapport au génocide des Vendéens et par rapport au quatrième crime de génocide de Ménoricide. Merci.